mais c'est au fond c'est aussi une grande déambulation dans New York, dans Manhattan, je dirais même, avec une double polarité, c'est-à-dire à la fois le Manhattan qu'on connaît, qu'on voit pas mal au de Noël, des moments, des lieux un peu moins identifiés, notamment l'immeuble où habite le truand, et puis surtout, le retour permanent à l'eau, à l'Hudson, c'est-à-dire le ferry dans un premier temps, puis ces retours réguliers jusqu'à la fin, cet espace improbable où on sort de la ville sans en sortir complètement, où il se fait descendre. Et il y a cette obsession effectivement de l'eau aussi qui est très très présente dans le film et qui transmet aussi cette angoisse, je trouve, on pourrait dire. C'est intéressant d'ailleurs que pourquoi ça se passe aussi à Manhattan. Bon, évidemment, Manhattan plus que New York, parce que Manhattan c'est vraiment une île. Et le film joue quand même beaucoup sur un espace dont on ne sort jamais, c'est-à-dire une sorte d'enfermement, de prison, d'une certaine manière à ciel ouvert, dans lequel on est et dans laquelle on ne peut pas, de laquelle on ne peut pas s'échapper d'une certaine façon. C'est aussi évidemment ce que dit le film par rapport à, dont je parlais, du sentiment d'absurde, d'angoisse et tout ça, mais aussi à travers la question de l'espace, puisqu'au fond, arpenter cette ville, c'est à la fois nécessaire et absolument vital pour ce personnage. Mais c'est aussi l'endroit où il va mourir, et d'une certaine manière, l'endroit dont il ne sortira pas, parce qu'on ne sort pas de cette ville d'une certaine façon. Et c'est une ville insulaire. C'est un peu comme Ralphie et Serra. Pardon? C'est un peu comme Ralphie et Serra, c'est un peu une sorte. Oui, il y a de ça, oui. Ça c'est aussi très, 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 très spécifique au film noir, mais je trouve que la façon dont il le met en scène à l'intérieur de cet espace réel, a vraiment un sens fort. Dans les années 30-40, on le mettait plutôt en scène à travers des espaces très, très clos en eux-mêmes, c'est-à-dire des rues comme ça étroites, avec cette pesanteur introduite par la lumière, alors que là, effectivement, ce qui est moderne aussi dans le film, c'est qu'au fond, c'est un film noir qui se passe quasiment qu'en plein jour. C'est-à-dire qu'à part la scène de boîte au Village Gate, là, et puis ce qui tourne autour, et puis bon, effectivement, la soirée du réveillon, comme ça, mais majoritairement, les moments qui sont vraiment des moments liés au film noir, tout ça, ce sont des moments qui se passent en plein jour. C'est un film diurne d'une certaine manière, alors que le film noir, comme son nom l'indique, est un genre quand même majoritairement nocturne. Pour ceux qui verront Collatéral dans une autre ville de la région, je ne sais plus où, à Bar-le-Duc, qu'ils ont déjà vu. Là, on est par exemple entièrement la nuit à Los Angeles, dans le downtown de Los Angeles, et donc c'est vraiment prendre un film qui s'inscrit vers l'évolution droite ligne dans l'histoire du genre, avec d'autres paramètres que ici. Mais là, on est dans un espace tout à fait diurne, en plein jour, et je suis assez frappé de voir à quel point ce film est contemporain des premiers films de Cassavetes. Si vous les avez vus, ou peut-être Shadows notamment, qui est un film très très différent, c'est pas du tout un film noir, c'est un film du coup purement nouvelle vague, avec des personnages jeunes qui comme ça sont inscrits dans New York, mais finalement là sur un autre mode, on est tout à fait dans cette même logique de filmer la ville telle qu'elle est et de filmer la ville en plein jour, avec ce mélange de stylisation pas mal introduite par la voix off aussi, évidemment, de voix off à la deuxième personne, c'est aussi quelque chose d'assez rare dans l'histoire du cinéma. Je ne vois pas tellement d'autres films qui aient utilisé ce procédé comme ça. Et en même temps, ça transmet finalement, de manière aussi forte, ce sentiment d'enfermement, ce sentiment d'écrasement, ce sentiment de fatalité, que si on était dans un espace classiquement nocturne, avec les ombres classique du cinéma noir des années précédentes. Donc ça, c'est aussi une forme je trouve, de modernité qu'il y a dans ce film et qui est assez frappante. Il y a un côté aussi très, très dénudé au fond, parce qu'on va vraiment à l'essentiel, je trouve, à travers ce scénario simple. Finalement, on va à l'essentiel à la fois. En plus, on suit un personnage de bout en bout, ce qui est aussi une force dans le film, et on suit vraiment ses déplacements tout le temps, avec aussi évidemment, simplement pour moi, la beauté du noir et blanc, avec des nuances de gris qui sont très très marquées, on n'est pas du tout dans le noir et blanc. Moi j'aime le noir et blanc de cette époque,
parce que justement c'est un noir et blanc assez réaliste, qui met bien en valeur, je trouve, les immeubles à New York, la lumière, cette lumière-là qui est une lumière d'hiver, mais qui du coup est, je trouve, particulièrement bien mise en valeur par le noir et blanc. Et ça n'est pas le noir et blanc ni des années, encore une fois, des années présentes, mais c'est pas non plus le noir et blanc qu'on aura épisodiquement dans les années 80-90, où c'est toujours un noir et blanc hyper contrasté, très marqué, des noirs très noirs, des blancs très blancs, alors que là on est dans des gammes de gris permanentes qui je trouve va bien aussi avec l'état d'esprit du personnage et cette ville très cinégénique et très cinématographique. Je trouve qu'elle est extrêmement bien mise en valeur par ce type de lumière et par ce type de noir et blanc. Je ne suis pas étonné, donc, comme je le disais au début, que Scorsese ait aimé ce film. D'abord parce que je trouve que l'acteur a quelque chose de Joe Pesci ou de ce type d'acteur qu'on trouve chez Scorsese, une espèce de petit nerveux comme ça, angoissé, qui est déjà un personnage scorsésien un peu avant la lettre. Et puis évidemment, pour Scorsese qui a été avec, on va dire, Woody Allen et Sidney Lumet, peut-être un des trois cinéastes les plus importants sur New York à partir des années 70, c'est-à-dire vraiment des gens qui ont réinventé New York à un moment, il y a d'autres films, à un moment où, voilà, c'était important peut-être là aussi d'aller encore plus loin dans la manière de montrer la ville. C'est certain que pour lui, voilà, les généalogies qu'il peut se trouver par rapport à son cinéma, elles se trouvent effectivement dans un film comme celui-là ou dans d'autres films, mais je comprends tout à fait la filiation, même si finalement on voit un lien aussi potentiel entre De Niro, Taxi Driver, qui est aussi un personnage travaillé par la haine de soi et par l'angoisse existentielle, mais d'une autre manière, et ce personnage de Baby Boy Frankie qui est, voilà, scorsésien, on va dire, avant la lettre. Et puis Scorsese est aussi un grand amateur, dans tous les sens du terme, du film noir. Donc forcément, ça n'a plus que l'intéresser, le passionner, lui qui aime, je pense, autant finalement le cinéma classique, enfin là je parle notamment du film noir, que les films de Cassavetes, justement, ou une certaine modernité qui est très présente aussi dans les années 60 aux États-Unis, notamment à New York. Et je trouve que le film en fait bien la synthèse, voilà, entre ces deux dimensions de l'histoire du cinéma, d'une certaine façon. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. J'ai une question, je parle fort. Très fort. D'accord. Moi j'entends. Le thème de l'errance. Au micro, alors, parce que... Le thème de l'errance qu'on voit bien dans le film, là on est en 61, donc on est au moment de la nouvelle vague française. Ce thème de l'errance, c'est quelque chose qui est né intrinsèquement dans le cinéma américain, le film noir, ou c'est quelque chose qui est importé de la nouvelle vague, ou peut-être d'autres mouvements cinématographiques que je ne connais pas. Donc je pense, c'est difficile à dire de façon formelle et définitive, c'est jamais très bien clairement. Je ne pense pas que ça soit exporté, importé ou exporté du cinéma européen, en tout cas des nouvelles vagues, parce que je crois que le cinéma américain invente en même temps, d'une certaine manière. On est frappé par, si vous voyez les films de Cassavetes, ils sont contemporains, voire même le premier, en tout cas un tout petit peu avant le premier film de la nouvelle vague. Donc il n'y a pas c'est trop tôt, d'une certaine manière. L'influence de la nouvelle vague, elle se fera sentir 10 ans plus tard, d'une certaine manière. C'est justement les Scorsese, Coppola, enfin ce qu'on appelle la génération d'après, qui va être tributaire, d'une certaine manière, de la nouvelle vague, mais peut-être même pas sur ce mode-là, mais plutôt sur un mode qui sera, au fond, faisons des films personnels et essayons de s'affranchir de l'industrie, d'une certaine manière. Évidemment, la représentation de la nouvelle vague, la manière dont la nouvelle vague a, d'une certaine façon, réinventé la ville aussi au cinéma, à travers Paris essentiellement, ça a forcément marqué, ça a forcément inscrit quelque chose dans l'histoire du cinéma, mais je doute qu'au moment où Alain Baron a fait ce film, c'est sans doute qu'il avait une tournée en 60 et le film a dû sortir en 61, c'est quand même, on est vraiment à la charnière, au moment où ça naît et ça commence à... Je doute qu'il ait pu vraiment... non, je pense que c'est vraiment inscrit dans l'idée du film noir, quoi. Enfin dans l'idée, au sens, dans l'essence presque du genre, d'une certaine façon. Sauf que là, il la pousse un petit peu plus loin, peut-être que dans d'autres films,
mais cette dimension, voilà, de toute façon, la filature, j'en parlais tout à l'heure, bon, forcément c'est très dominant, mais même là, effectivement, encore une fois, ce qui me frappe, c'est qu'il va un peu plus loin, parce qu'au fond, ce personnage, il a un but, mais en même temps, il n'en a pas, quoi, d'une certaine manière, et au fond, son but, c'est peut-être de mourir, c'est vraiment ça qui est mis en jeu dans le film. Mais donc je pense pas donc, que ça puisse être vraiment quelque chose d'exporté directement du cinéma européen ou du cinéma français, parce que c'est trop tôt pour... C'est un film un peu solitaire, visiblement, parce que le cinéaste a apparemment fait un autre long métrage 2-3 ans plus tard, et puis ensuite il a essentiellement réalisé des épisodes ou des séries télé, et il n'a pas du tout poursuivi ni sa carrière acteur, ça aurait pu être possible aussi, ni en tant que cinéaste, au cinéma en tout cas. Il n'a pas trouvé visiblement d'écho à ses projets, il n'a pas réussi à s'inscrire ni dans les studios, ni dans un type de cinéma indépendant qui commençait à exister à l'époque. Et du coup, voilà, ce film est un peu une espèce d'astre solitaire qu'on a découvert comme ça, je ne sais pas très bien comment d'ailleurs, et qui, je trouve assez frappant par sa modernité, par son espèce de sentiment de fraîcheur qu'on a aussi, entre guillemets, même si le mot n'est pas très adapté au pessimisme absolu que transmet ce film, mais en même temps, il y a quelque chose, voilà, on sent qu'il y a un désir neuf de faire du cinéma à ce moment-là, mais qui manifestement n'a pas été suivi d'effet ensuite. Et c'est dommage parce qu'on aurait envie de voir d'autres films de cinéaste. Pour un premier film, je trouve que c'était un film assez frappant, même si voilà, il a ses apparences de série B, qui encore une fois est finalement quelque chose qui a donné des choses très fortes dans le cinéma américain, mais qui n'a pas eu en tout cas pour lui de suite ou de descendance, et c'est un petit peu dommage, quoi, d'une certaine façon, sûrement, même quand on voit ce film. Par contre, il y a... Oui, en fait, juste sur Laurence, en fait, il y a quand même un précédent dont on a parlé en fait avant la séance, le petit fugitif. Oui. Alors ça, c'est je sais plus de quelle année il est. 52, là, c'est carrément beaucoup plus tôt. Ouais. Mais alors là, c'est vraiment, c'est l'histoire d'un petit gamin qui part justement dans New York, un gamin qui doit avoir 7-8 ans, et qui, suite à une blague de son grand frère, en fait, part seul dans New York. Il va jusqu'à la plage de Coney Island, et alors là, c'est sûrement un des premiers films vraiment dans ce style. Alain Baron devait sûrement le connaître. C'est difficile à dire. Et là, je pense, moi, j'ai pas vu le petit fugitif malheureusement. Mais là, j'ai l'impression qu'on s'inscrit aussi dans une école proche du documentaire qui a existé aussi dans les marges, disons, du cinéma américain des années 50. Il y a quand même, en dehors d'une histoire d'Hollywood, on pourrait dire, ou de ce qui est apparenté à Hollywood, de très au loin, il y a quand même toute une histoire du cinéma américain parallèle. Donc Cassavetes fait aussi partie au moins à ses débuts, dont des cinéastes beaucoup moins connus qui ont été proches du documentaire, comme Donald Ben Baker, comme d'une certaine manière Shirley Clark, c'est des cinéastes qu'on connaît moins et qui n'ont pas eu une carrière de fiction vraiment très développée, mais il y avait quand même toute cette tendance-là, et je pense que le petit fugitif s'inscrit aussi dans cette tendance qui est, on disait néo-réaliste, sûrement un peu néo-réaliste, effectivement, mais proche effectivement du documentaire, et donc d'un type de cinéma qui se situait moins dans l'idée de la fiction à tout prix,